Bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Sébastien, comment vas-tu? Ça va super bien. Je sais que c'est difficile à dire en ce moment parce que on a tendance à toujours vouloir dire que ça va pas. Mais en fait, ça va bien. Bon, bah très bien. T'as pas pu participer avec nous au lancement du livre Acquisition Strategy Design vendredi dernier, mais séance de rattrapage avec toi, qui est un des contributeurs, des 22 contributeurs du bouquin aujourd'hui. On va parler de DNVB. On a fait un tout petite partie là-dessus sur l'omnicanal et sur les DNVB dans le livre. Je vais présenter d'ailleurs les deux pages à ce sujet en introduction. Tu Mais on te en a présentes fait un un livre. Mais on en a fait un livre ensemble. On en a fait un autre livre ensemble, donc on va parler des deux livres. Ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter, et Ouais. puis après ça, je vais faire passer une petite vidéo sur le bouquin et la méthode Acquisition Strategy Design, présenter la page du bouquin Acquisition Strategy Design où on parle de DNVB et du livre DNVB, parce qu'il y a un lien vers ce livre, et puis après, on va parler des DNVB. Ça te va? Top. Je te laisse te présenter. Bah moi, je suis Sébastien Tortu, je suis consultant marketing depuis déjà quelques années. Tu m'as lancé, tu m'as permis de le devenir. Donc ça, tu le sais, je t'en serai reconnaissant toujours. Et en fait, je me suis principalement focalisé sur les marques B2C et encore plus spécialement sur les marques D2C, donc direct to consumer. Et en fait, il y a quelques temps déjà, je me suis vraiment intéressé au modèle des DNVB, d'abord aux États-Unis, donc les marques digitales natives et qui verticalisent le commerce, donc ils intègrent l'ensemble de la chaîne, de la conception à la fabrication à la distribution. C'est pas un modèle si nouveau que ça parce que des Ikea, des Zara, etc. savaient le faire déjà, mais de par le fait qu'ils aient tout intégré et qu'ils aient l'esprit digital, ça a complètement renversé les modèles actuels, les modèles de marge, les modèles de distribution et autres. Et en fait, c'en est hyper fascinant. Et en rencontrant pas mal de fondateurs en France, je me suis dit, tiens, il y a certainement un bouquin à faire pour expliquer ce modèle, pour expliquer les secrets, parce que c'était encore un peu flou. En fait, les gens savaient pas si c'était des marques de produits classiques, si c'était des retailers. Enfin, c'était hyper flou parce qu'en même temps, c'était tout nouveau. Et du coup, j'ai fait ce bouquin et depuis, j'accompagne pas mal de marques sur leur stratégie direct to consumer et pas que des DNVB pour le coup, parce que finalement ceux qui veulent le plus s'en inspirer, c'est ceux qui ne le sont pas. Et du coup, ça va être plutôt soit des marques B2B qui veulent lancer une offre B2C, soit des marques B2C déjà, mais qui ont tendance à passer par la GMS ou autre, et dans ce cas, qui veulent créer une stratégie direct to consumer, et dans ce cas, créer toute une relation à la communauté, créer des mailing lists, créer tout ce qu'on peut imaginer quand on fait du direct to consumer. Super. Typiquement, la méthode Acquisition Strategy Design va être intéressante pour réfléchir à ce type de stratégie, parce que le cœur de la différence en fait des DNVB, et on va en parler, c'est peut-être pas tant le côté vertical ou direct to consumer qu'une vraie réflexion complète sur l'expérience client, l'expérience d'achat, les différents parcours. Et c'est aussi là-dessus que le fondamental de l'acquisition strategy, c'est design, c'est la compréhension des parcours d'achat. Je vais lancer une petite vidéo pour rappeler à nos attendees ce que c'est que l'acquisition strategy design. C'est l'occasion pour vous aussi de vous présenter dans le chat, de dire bonjour, de dire ce que vous attendez de Sébastien au cas où, de poser vos premières questions. Et suite à ça, je présenterai les deux pages du bouquin sur les DNVB. On pourra parler du bouquin DNVB et avancer dans la discussion. Sébastien, pendant la vidéo, faut couper ton micro parce que sinon ça fait un écho et c'est pas beau. À plus, à tout de suite. Ça dure 2 minutes. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client.
La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Je l'entends plus. J'ai oublié de remettre le micro. Je parlais dans le vide. On fait tout ça en ce moment avec les visios. Je disais que le livre était sorti vendredi, donc vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et puis si vous n'êtes pas sur Amazon, sur la librairie.com, vous le trouverez dans n'importe quelle librairie. Je vais vous partager justement 2 pages du livre pour introduire les DNVB et le D2C. Et c'est l'occasion d'en parler avec Sébastien. Donc effectivement, si tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est le D2C, tu l'as un peu évoqué dans ton introduction, ce que veut dire l'acronyme DNVB et ce que sont devenus ces DNVB aujourd'hui, parce que si c'était peut-être cet élément qui les caractérise au début, ce côté vertical, on est de plus en plus dans des DNVB, et je crois que tu l'as dit d'ailleurs dans ton post ce matin, qui réfléchissent aussi au fait d'être distribués classiquement dans la grande distribution, etc. En fait, la stratégie direct to consumer, elle est donc direct au consommateur, hein, comme son nom l'indique. Elle est née avec l'avènement du web, avec cette possibilité finalement qui était de pouvoir discuter avec le client, de pouvoir interagir, et donc d'ailleurs, souvent dans ces boîtes, le pivot, c'est le service client, qui était par beaucoup d'anciennes entreprises complètement délocalisées à Madagascar, au Maroc ou ailleurs. Et les D2C, elles l'ont complètement internalisé justement pour pouvoir créer une expérience globale et pour pouvoir être au plus proche de ses clients. Que ça soit via les réseaux sociaux, que ça soit via les chats, via tout en fait. Et en fait, c'est ce qui fait la grande différence, c'est que elles ont réussi. Au-delà du côté fabricant, passé par des distributeurs, etc., eux qui ont complètement internalisé toutes ces étapes, même si c'est de moins en moins vrai, parce que comme tu le disais, il y a aussi pour certaines, quand on vend des déodorants à 5 €, c'est difficile de vendre que sur Internet, sur votre propre site, parce que vous avez besoin de faire du volume, parce que vous avez besoin à un moment d'être là où les gens vous achètent. Et finalement, c'est pas si évident d'acheter un déodorant à 5 € sur un site. Souvent, on va avoir des frais de port qui vont être trop chers, ou en tout cas, ça va être un business model, si c'est pas payant, qui va être pas viable pour la marque. Donc, ouais, bien sûr. Et en fait, faut réussir à s'adapter, à ça. Mais en fait, les D2C, leur ADN, c'est vraiment l'expérience qu'elles vont proposer aux consommateurs, c'est la proximité qu'elles vont avoir avec, et c'est cette envie continuelle de lever l'ensemble des freins à l'achat. Le meilleur exemple, c'est Teddy Bear, c'est un vendeur de matelas. Des vendeurs de matelas, il y en a plein, des gros vendeurs de matelas, Conforama, Ikea, la maison du lit, etc. Et il en existe des dizaines. Et pourtant, quand Teddy Bear arrive il y a 5 ans sur le marché, ils arrivent à être complètement disruptifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont été vraiment s'intéresser à ce qu'étaient les freins à l'achat du matelas. Et ils les ont tous levés. Je sais pas si j'imagine que vous avez tous déjà acheté un matelas, et aller s'allonger sur un matelas dans un magasin où il y en a 50 alors qu'il y a plein de clients autour qui vous regardent et tout, c'est une expérience hyper malaisante.
on sait pas trop lequel est le meilleur, on sait pas trop lequel fait plus de bien parce que finalement on n'est pas dans notre position de nuit ni rien. Et du coup ils se sont dit on va créer, plutôt que d'avoir 100 matelas sur lesquels on va finalement travailler sur le prix, sur des offres promotionnelles durant toute l'année, on va en faire un seul qui va correspondre à 90-95% des usages, évidemment pas 100%, on n'y arrivera jamais, mais en tout cas au maximum d'usages possible. Et puis on va permettre de l'acheter facilement. Et quand je parle de l'acheter facilement, c'était de se dire, vous pouvez acheter un matelas à Paris et être livré dans les 2 heures. Et partout en France, dans les 24 heures. On vous le livre. S'il vous plaît, vous le gardez. S'il vous plaît pas, vous avez 100 jours pour le rendre et c'est gratuit. Et là, c'est hyper, il y a plus de frein à l'achat parce qu'on vous dit, essaye-le. Et s'il te va pas, tu peux le rendre et c'est gratuit. Et je vous jure que c'est vrai en plus. À l'époque, ça paraissait presque une fausse promesse. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et en fait, ça leur donne énormément de données sur le client, énormément de données sur leurs attentes, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à créer des produits qui plaisent vraiment, vraiment aux clients. Et donc, ce modèle vertical, finalement, il est là. Il est sur l'expérience qu'on va essayer de créer. Il est évidemment sur la qualité des produits, mais ça, c'en est presque une évidence. Mais l'expérience qu'on va créer pour le client, qui va faire que il va se sentir à écouter, il va se sentir aimé. Et pour donner l'exemple de Teddy Bear encore, je parlais avec les fondateurs cette semaine et ils sont en train de faire un mois record. Pourquoi ? Parce que évidemment Ikea, Conforama et autres sont fermés, donc pour eux c'est du pain béni. Mais pourquoi ? Mais parce que pendant 5 ans ils ont travaillé la marque. Et finalement, alors sans se dire il y aura un confinement un jour et on va en bénéficier, mais ils ont travaillé la marque au quotidien pour faire en sorte que les gens l'apprécient, s'en sentent proches, etc. Et donc toutes ces stratégies d'acquisition qui sont de branding font qu'aujourd'hui ils récoltent les fruits de leur travail. Parce que quand les gens ont besoin, dans des moments difficiles, de se projeter dans l'achat d'un matelas, ils vont chercher un service. Ils vont chercher une qualité, mais ils vont aussi chercher une marque qui les rassure et dans laquelle ils ont envie de parier. Parce que les matelas Teddy Bear, c'est pas les moins chers du marché. C'est juste ceux dans lesquels vous avez le plus confiance. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est clair pour Teddy Bear. Pour revenir un peu ce que tu disais sur des marques de cosmétiques comme la Mazuma, sur Merci Andy, avec qui a aussi profité bien de la crise avec ces gels hydroalcooliques. Ces marques-là, elles ont besoin d'être distribuées non plus en vertical et en direct, parce que comme tu le disais, pour 5 €, tu vas pas aller faire une recherche sur Internet, aller passer une commande, payer des frais de livraison. Autant tu peux le faire pour un matelas, surtout si la livraison est gratuite et tout est packagé, et ça t'évite d'aller chez Conforama et ça t'évite d'aller chez un marchand de matières dédié. Quand tu vas à ton supermarché, tu peux acheter ton déo ou ton gel hydroalcoolique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être DNVB pour ces marques distribuées donc dans des réseaux classiques aujourd'hui? Comment cette culture des NVB s'inscrit au-delà de cette distribution verticale qui a été à l'origine de la terminologie des NVB ou D2C, quoi. En fait, c'est assez simple. Pendant longtemps, les grandes marques avaient comme clients les grands distributeurs. Et donc, ils passaient dans la GMS et finalement, ils faisaient des produits qui plaisaient le plus possible aux distributeurs, que ce soit sur les tailles des produits pour les étagères et autres. Aujourd'hui, les DNVB, même quand elles passent sur des grands distributeurs, alors que ce soit des distributeurs spécialisés comme Naturalia et autres ou des distributeurs plus classiques, le client, c'est vraiment le client final. Et donc, elles ont une approche qui est vraiment basée sur le besoin du client et comment faire en sorte que ce client soit content de l'expérience qui va lui proposer. Donc même quand c'est comme Merci Andy chez Sephora, il y a une expérience client, il y a une envie de créer un lien avec le consommateur. Alors ça passe par le produit. On l'avait vu avec les Michel et Augustin par exemple, à une époque où il y avait une vraie relation de proximité qui se créait avec le produit, avec des petites blagues, avec ce genre de choses, qui fait qu'à un moment les gens se sentent importants, se sentent valorisés dans cette marque et ont envie surtout de le réacheter. Parce que quand on vend des produits, comme tu disais, à 5 €, que tu sois Respire, Merci Andy, Horace ou autre,
t'as besoin de réachat. Sinon, ton marketing, il sera nul. Quand tu vends un matelas, bon, tu peux te passer d'un réachat, c'est pas le but non plus, mais tu peux à 5 En euros. tout cas, il n'est pas tout de suite le réachat. Oui, non, mais dans le réachat, il y a tout l'accessoire, hein, les oreillers, les couettes, les autres. Mais c'est vrai que sur des marques à plus petit volume d'affaires, c'est indispensable. Et du coup, c'est ça qu'elles ont réussi à créer, c'est de se dire, aujourd'hui, quand tu vois une marque comme Respire, toutes les filles qui suivent la fondatrice, et les mecs d'ailleurs, il y a pas de différence. Ils la suivent parce qu'ils ont envie de faire partie de cette aventure, parce qu'eux aussi ils croient, comme elle le répète tous les jours, que leur corps est magique, qu'ils peuvent faire des choses exceptionnelles, qu'il faut en prendre soin, etc. Donc elle a réussi un marketing hyper fort. Et finalement, quand les gens vont chez Monoprix acheter le produit Respire, ils voient pas la différence. Pour eux, ils l'achètent à la marque. Et en fait, c'est ça qu'elles ont réussi à créer. C'est cette sensation finalement que la marque est partout. Donc on parle d'omnicanal, mais c'est la réussite absolue de ça, c'est de se dire, voilà, quand les filles elles vont chez Monoprix, elles achètent Respire, elles achètent plus un produit chez Monoprix. Et donc c'est ça qui fait la différence. Enfin, on peut dire la même chose d'un Danone, on peut dire la même chose de L'Oréal, On n'a aucune relation avec la marque. Quand t'achètes, quand tu vois les réseaux de Respire, et quand tu vas sur les tags Respire sur Instagram, les filles elles prennent les produits en photo, elles prennent les produits dans les magasins, elles les prennent chez elles les prennent après à la douche, en vacances, etc. Tu le fais jamais avec ta danette, tu le fais jamais avec ton shampoing acheté chez Carrefour classique. Ton Dove ou tu le fais pas parce que t'as pas créé ça. Alors après, l'objectif de ces marques, c'est réussir à le faire vivre, à faire vivre cette expérience et à faire vivre cette relation avec la croissance. Donc plus elles vont être grosses, plus elles vont être achetées par des gens qui à la base sont pas complètement imprégnés du discours ou de la mission de la marque, et pourtant il va quand même réussir ils vont devoir le faire vivre, sinon ils vont devenir une marque lambda. Donc là-dessus, on a encore assez peu de données, de retours, parce que ça reste quand même des modèles assez récents. Les plus vieilles, c'est Tika Moon qui fait du mobilier, mais qui est une marque plus classique, plus ancienne dans l'approche et qui finalement travaille très D2C, mais qui est pas dans ce côté ultra DNVB comme on l'entend avec un gros marketing du fondateur et autres. Alors, tu parlais de Michel et Augustin, justement, qui commence à être une vieille marque. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est ou que c'était une DNVB? Non, parce que c'est sur le web. Donc, ça peut pas être une DNVB. Ils ont tout de suite été distribués. Leur modèle, il n'était pas digital. Donc. Ouais, mais ils ont tout de suite aussi été parmi les premiers à faire de l'événementiel très relationnel, ouais. À adopter une communication sur les réseaux sociaux assez en avance, à travers le packaging, établir du lien. Donc, ouais. si on parlait là, j'ai essayé un peu d'aller regarder sur l'historique. Donc, effectivement, ils n'ont pas commencé par le web, mais est-ce que ils ont bien géré, enfin, comment t'analyserais, en fait, leur ancienneté? Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est une marque normale ou c'est une marque qui a réussi à garder une relation plus forte avec ses consommateurs? Clairement, c'est une référence. Clairement, c'est une référence pour les DNVB, pour tout ce qui est marketing produit, justement marketing aussi événementiel, parce qu'ils ont été très très forts là-dessus. Ils ont quand même réussi à décoller avec des budgets marketing ridicules au départ. Donc aujourd'hui, c'est une grosse marque, hein, donc ils ont les moyens d'investir, ils ont les moyens d'être un peu partout. Mais à l'époque, c'était vraiment un exemple. Et je me souviens plus de la date de lancement de Michel et Augustin, mais ça devait être avec le lancement des réseaux sociaux. Ça devait pas être loin, quoi. Ça doit être 2005, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est des mecs qui ont réussi 2004, à 2004, tu vois. Donc c'est des gens qui ont réussi à optimiser à 100% les outils qu'ils avaient entre les mains. Et à l'époque, c'était Facebook principalement. Et ils ont été hyper forts là-dessus. Ils ont réussi à faire des vidéos YouTube qui sont excellentes et qui se démodent même pas, qui sont très drôles, etc. Et donc c'est un vrai exemple. C'est une vraie marque D2C. DNVB, pas vraiment, parce qu'ils ont jamais vraiment vendu en direct. Par contre, ils ont réussi à créer un lien en direct. C'était la première marque à faire tous les jeudis des apéros chez eux pour faire découvrir leurs nouveaux produits, pour les faire essayer, pour avoir des retours clients. Ça n'existait pas avant, on n'en entendait jamais parler. Et c'était
hyper nouveau. Et moi, je me souviens y être allé une fois et il y avait une queue de dingue. C'était parce que les gens voulaient aller chez Michel Augustin goûter leur nouvelle mousse au chocolat ou leur nouveau Yop et voilà, et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça prouve une chose, c'est que finalement on n'a pas besoin d'énormément de moyens pour faire un marketing différent et réussir à acquérir quand même une base. J'allais dire une base de base, mais une base pour se lancer, pour exister, pour déjà commencer à être regardé par les concurrents aussi. On peut le faire avec peu. Il suffit d'être assez malin, d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Et aujourd'hui, on en a quand même plein, que ce soit Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Shopify, qui permet de créer un site en quand même peu de temps et à vendre tes produits rapidement. C'est formidable. Et justement, ça aide à la créativité, ça aide les marques à pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc le terme des NVB dans ce côté digital native n'est absolument plus nouveau parce que aujourd'hui tu peux difficilement être une marque sans être digital native. C'est quand même compliqué de se dire moi je vais créer en boutique tout de suite. Ça paraît un peu suicidaire et donc c'est plus nouveau. Le vertical, ils se discutent parce que dans le fond, quand on entend vertical, on aimerait presque que ce soit leurs propres usines de production et autres, ce qui n'est quand même pas souvent le cas. Donc finalement, le terme il est un peu bafoué. Par contre, l'esprit qui est derrière, l'esprit digital de se dire, on va utiliser tous les outils, on va offrir la meilleure expérience client, on va aller à l'écoute de nos clients, on va aller récolter la data pour améliorer nos produits. Ça, c'est clé. Et alors qu'avant, quand on était justement Danette ou autre, tu lançais un nouveau goût, il te fallait un temps quand même assez important, le temps de mettre sur le marché, d'avoir des retours, des consommateurs qui vont les faire aux distributeurs qui vont ensuite vous les faire. Voilà, ça pouvait lancer des échecs de produits. Moi, je me souviens quand on était plus jeune, sur les produits, on pouvait envoyer une lettre au fabricant, mais qui devait le faire. C'était impossible. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en 2 secondes, c'est fait. Et en 3 secondes, tu as une réponse. C'est ce qui fait la différence. Jean-Louis a fait pas mal de commentaires dans le chat sur les DNVB et nous pose une question. Comment créer un modèle du coût d'acquisition en DNVB pour élaborer un business model? Le coût d'acquisition, t'en parleras presque mieux que moi, mais il est difficile de le modéliser sans savoir quel produit tu vends et à qui tu le vends. Parce que c'est évident que si tu t'adresses à une population très âgée, tu n'auras pas les mêmes outils qu'une population très jeune, tu n'auras sûrement pas les mêmes reach, tu n'auras sûrement pas les mêmes partages, etc. Donc, parce que la clé quand même de toutes ces marques, c'est qu'elles ont malgré tout réussi à exister avec beaucoup de bouche à oreille. C'est qu'à un moment, le premier canal d'acquisition de Teddy Bear, c'est le bouche à oreille. Parce que justement, quand tu soignes ton expérience, quand tu soignes ta relation avec le client que tu as peut-être payé pour avoir via les réseaux, via ton métro ou autre, il va en parler à ses amis. Et c'est là où tu commences à gagner de l'argent. Donc, modéliser un coût d'acquisition, c'est difficile au départ. Il y a quand même moyen de pouvoir se projeter un petit peu. Aujourd'hui, on sait par exemple que sur les réseaux, il est quand même assez difficile sur des produits d'une valeur de plus de 100 euros d'avoir un coût d'acquisition inférieur à 30%. Ouais. Donc, ça donne déjà une indication. Quand on est sur des produits à moins de 100 euros, on peut imaginer que le premier achat sera quasiment jamais rentable. On avance dans le webinaire, on a compris ce qu'était qu'une DNVB. Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques pour développer une DNVB? J'ai envie de dire les bonnes pratiques pour développer une marque tout court. C'est déjà de résoudre un problème, c'est d'avoir une vraie une vraie passion pour le problème de tes clients, de ne pas créer une marque juste pour créer une marque pour en rajouter une sur le marché, mais de vraiment arriver et d'être passionné. C'est ce que je dis souvent, soyez passionné par le problème de votre client et pas par votre solution. Parce qu'en fait, votre solution, elle va évoluer, le problème, il va évoluer. Et donc le vrai sujet au départ, c'est de résoudre un problème. Et ensuite, de bien connaître ses clients.
de vraiment bien les connaître, parce que en allant bien étudier qui ils sont, vous allez pouvoir trouver des insights, que ce soit sur du vocabulaire, que ce soit sur des façons de consommer, que ce soit sur des façons d'utiliser, etc. et des endroits où les trouver et autres. Donc, je pense que les 2 premières clés, c'est vraiment de répondre vraiment à un problème, pas un problème que vous avez inventé vous-même pour vous rassurer sur le lancement de votre boîte. Non, il faut que ça soit un vrai problème de fond. Et d'ailleurs, souvent, il faut mieux trouver le problème avant de trouver la solution, sinon ça marche pas. Et ensuite, avoir une vraie passion pour vos clients et de se dire, OK, qui ils sont vraiment, comment ils évoluent, comment ils parlent, où est-ce qu'ils sont, dans quelle communauté ils se trouvent, avec qui ils échangent, qu'est-ce qu'ils lisent, vraiment être sur du deep learning sur vos clients, parce que ça va vous donner des insights fabuleux, et ça va avoir une valeur énorme pour votre boîte, parce que sinon vous allez avoir la tête baissée sur votre produit, vous allez faire en sorte de trouver les arguments qui vont pour votre produit, mais ça va pas toucher les gens qui doivent vous acheter. Donc, ça serait mes 2 premiers conseils, parce qu'une fois que tu as fait ça, tu as fait quand même une grande partie, parce que du coup, ton expérience, elle sera bonne, parce que tu vas lever les freins à l'achat, tu vas savoir le distribuer au bon endroit, parce que tu sauras où est-ce que les gens ils consomment. Et donc, finalement, tout n'est plus que conséquence. Ouais, identifier les bons problèmes, bien connaître les clients, bien comprendre leur parcours d'achat. Ouais. Alors autant sur identifier les bons problèmes, on n'est pas sur le principe de la méthode Acquisition Strategy Design. En revanche, bien comprendre les parcours d'achat en utilisant le canevas d'acquisition, se poser les bonnes questions, voir en fait à quel moment il y a match, où vont les clients et tout, c'est vraiment le cœur de la méthodo. Et en cela, elle se rapproche effectivement des bonnes pratiques des DNVB. As-tu d'autres éléments sur ces bonnes pratiques, ou on attaque les 5 secrets que tu as évoqués dans le livre? Moi vraiment sur les bonnes pratiques, c'est déjà celle que je donne tout le temps sur le problème et sur les clients. Ensuite, j'ai envie de dire de marketer tous les départements de l'entreprise. En fait, on se rend compte avec les DNVB que tout est marketing. Et je parle pas de tout est marketing d'un point de vue négatif, en se disant tout est manipulation et autres. Non, tout est marketing pour créer une bonne expérience. Et donc, aujourd'hui, comme je disais, le service client est marketing, parce que le service client, ça va être le pivot avant-vente, après-vente, pour comprendre encore mieux les problèmes que peuvent avoir votre site, par exemple, si vous avez des clients un peu âgés, ils comprennent peut-être pas tout, peut-être qu'ils ont peur de mettre leur carte, peut-être qu'ils n'ont pas compris le paiement en 3 fois. Donc, tous ces éléments vont permettre de récupérer énormément d'insights pour améliorer vos produits, votre offre et autres. Donc, c'est clé, et ça doit surtout pas être délégué. D'ailleurs, je donne une interview demain dans le journal Le Parisien sur ça, sur le service client, où beaucoup trop de marques le délèguent en pensant que c'est pas utile. Et moi, j'entends souvent des fondateurs me dire je n'ai pas le temps. En fait, si. Tu dois le trouver, parce qu'en fait, ça va t'éviter énormément d'écueils à l'avenir, que de bien savoir qui sont tes clients, comment ils interagissent, quels sont leurs problèmes et autres. Pareil pour la logistique. Pendant longtemps, la logistique, c'était en fait une fois que tu avais fait la vente, que tu avais encaissé, c'était plus ton problème. Bah si, finalement, c'en est un énorme, parce que c'est le point de frustration le plus global dans un achat e-commerce, c'est de se dire comment ça va arriver, dans quel état, quelle va être l'expérience au moment d'ouvrir le colis. Tout ça, ça doit être travaillé. Et ensuite, c'est toute l'utilisation du produit. Moi là récemment, j'ai acheté un pantalon dans une marque qui s'appelle Le Pantalon. Je l'ai acheté récemment. Je l'ai acheté il y a quelques mois, juste après le confinement. Donc on était en période d'été. Ils m'ont envoyé un lookbook pour mettre mon pantalon avec des looks d'été. Bah là, je viens de recevoir un lookbook avec le même pantalon pour l'utiliser en hiver. Donc c'est formidable, parce que finalement ils ne veulent pas que je mette mon pantalon dans le placard et que je l'utilise plus. Déjà parce que je vais pas l'abîmer, donc je vais le changer moins vite, c'est évident. Mais surtout, je vais oublier la marque. Je vais oublier que c'est une marque cool, qu'elle est agréable de tout temps de l'année. Donc en fait, il y a l'ensemble de ces points qui sont clés, c'est de se dire, j'ai vraiment compris mon client et je l'accompagne dans la compréhension de mon produit, dans l'utilisation de mon produit, pour être sûr que mon produit soit bon. Et ça crée une expérience qui est top, quoi. J'avais dans le bouquin, j'en ai pas parlé, mais
J'avais rencontré une marque qui s'appelle Dodo. Remonte le bouquin. Ouais. J'avais rencontré une marque qui s'appelle Dodo, qui est une marque de produits pour dormir, pour t'inciter à dormir. Et le fondateur, il a appelé les 200 premiers clients. Il les a appelés pour comprendre s'ils utilisaient bien le produit, s'ils l'utilisaient, comment ils l'utilisaient, s'ils voyaient des problèmes, etc. Et ça a été le succès de leur boîte, parce que finalement, ils ont compris exactement qui était le client, quel était le problème, comment il le résolvait avec le produit ou pas. Et derrière, ça leur permet de créer des FAQ, de créer évidemment des tutos et autres, qui fait que l'expérience, elle est top. Et ça, c'est juste ce qui fait la grosse différence avec les marques que tu citais au départ, qui ne savent pas le faire parce elles peuvent pas se permettre d'avoir cette proximité. S'il y a demain le patron de Danone qui t'appelle, tu vas pas comprendre. D'ailleurs, c'est pas son job, mais même le directeur marketing de Danone. Ouais, enfin, pour le coup, le nouveau patron de Carrefour, il est très là-dessus. Aller en magasin, poser des questions, que tous les cadres se retrouvent en magasin, qu'il parle avec les clients, etc. Ils en ont pas, hein. Ouais, on est d'accord, mais c'est pour ça qu'ils ont pris ce patron, Je dis pas que c'est impossible, et d'ailleurs, la plupart des clients que j'accompagne ne sont pas que des DNVB, et sont plutôt soit des retailers, soit des plus grands groupes, et ils veulent s'y mettre. Mais il y a des marques qui sont plus crédibles que d'autres. Il y a des marques qui ont un passif. Parce que c'est ça aussi qui est important avec les DNVB, c'est qu'elles n'ont pas de passif. Et on est quand même dans une volonté d'être dans un monde nouveau. Et quand tu crées ta marque de zéro, ça peut être un gros inconvénient parce que personne te connaît, t'es pas légitime, etc. Mais entre guillemets, t'as pas de passif négatif. Et quand t'es une marque un peu ancienne, qui a peut-être fait des petites bêtises, etc. T'as bon essayer de te rattraper. T'as quand même, quand on voit le Liebig à la télé qui fait ses pubs en disant il y a plus d'additifs, il y a plus tout ça. Bon, ils avouent à demi-mot, et même pas qu'à demi-mot d'ailleurs, qu'ils avaient des soupes dégueulasses. Ça crée quand même un côté, ok, pendant longtemps tu nous as fait manger des trucs qui étaient pas bons, tu le savais parce que tu en étais le fabricant. Aujourd'hui, il y a une révolte, donc tu essayes de t'adapter, mais il y a ce côté, tu essaieras sûrement de nous arnaquer derrière en nous remettant des produits qui te coûteront moins cher que d'autres font. Et finalement, c'est cette défiance qui fait que d'autres marques plus petites réussissent parce qu'il y a la transparence absolue, etc. Alors après, la transparence, elle se discute, hein. Il y a plein de problèmes à ça aussi. Il y a plein de côtés de dire je mise sur la transparence et que t'es pas transparent à 100%. Mais donc, il y aura des écueils aussi là-dessus. Mais malgré tout, de partir de zéro, de partir d'une feuille blanche, c'est quand même vachement plus simple que de partir avec un passif négatif. Petite question sur l'organisation avant qu'on prenne la question de Olivier. Quels sont comment sont organisés les DNVB? Tu disais le service client et marketing, la logistique et marketing. Comment ils s'organisent? Moi, j'ai une vraie réflexion évoquée d'ailleurs avec Philippe Guyenec il y a quelques semaines. Autour de l'idée que les organisations par métier, justement, marketing, commercial, communication, sont un peu trop silotées et qu'il vaut beaucoup mieux s'organiser par process, l'acquisition, la fidélisation, la sortie de nouveaux produits, en fait, et faire bosser ensemble de façon transversale autour de l'objectif de gagner de nouveaux clients, autour de l'objectif de fidéliser les clients ou de sortir de nouveaux produits rapidement qui correspondent au marché, plutôt que de dire le marketing travaille entre marketeurs, les commerciaux entre commerciaux, la com entre com, et le service client entre membres du service client, etc. Est-ce que les DNVB sont passés à des organisations plus transversales, plus orientées process, ou finalement elles restent un peu organisées, alors, tout en étant bien sûr plus petites, donc en ayant moins les silos des grosses organisations et les prébendes de pouvoir que peuvent avoir des DIRCO par rapport à des DIR marketing sur des grosses boîtes. Est-ce qu'elles sont innovantes en termes d'organisation? Alors, certaines, pas toutes. Certaines, parce que comme tu le disais, il y en a qui sont vraiment organisées sur l'acquisition et sur la fidélisation et autres. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais par exemple, il y a, je sais que Teddy Bear réfléchit beaucoup comme ça. Même si les gens ont des postes assez classiques de dire market, de dire com, etc. Il y a une vraie réflexion à chaque fois sur l'ambition du poste. Qui est de se dire, ok, toi, t'as plutôt une casquette d'acquisition, plutôt une casquette de fidélisation via le produit, de fidélisation via l'expérience, etc. Mais c'est quand même assez rare. Ça reste aussi beaucoup des petites boîtes. Donc, ils sont pas encore toutes
rentrer dans le process. Quand tu as 40 personnes, c'est encore gérable et t'es pas dans une révolution RH. Donc, je pense qu'elles sont encore un peu petites là-dessus, même si il y a des postes. Souvent les services marketing sont assez gros parce qu'il y a beaucoup de points qui rentrent dans le marketing et que ils investissent beaucoup sur justement des spécialistes d'acquisition, des UX, etc. Et souvent la com n'existe pas. Il y a plein de boîtes où le service com il y a pas de responsable com parce que finalement ils englobent la com dans le marketing. Il y a une grosse organisation autour des opérations, donc la logistique et autres. C'est hyper clé. Là, Tikamoon, par exemple, c'est 40% des effectifs qui fait du mobilier. 40% des effectifs sont dans l'entrepôt. Donc, il y a une grosse organisation autour des opérations. Mais franchement, je pense que en modèle purement RH, il y a mieux à faire. Ouais, c'est encore classique, quoi. Parce que moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller vers des directions de l'acquisition, des directions de la fidélisation, dans lesquelles il y a tous les métiers qui contribuent, qui sont réunis, peut-être avec des logiques d'entreprise agile, hein, mais où certaines personnes ont des redevabilités vis-à-vis de deux directions et sont pas loties dans une seule, mais que c'est la seule façon pour éviter qu'il y ait des conflits entre équipes qui visent les mêmes objectifs. On va attaquer la question de Livier. Sébastien parle de passion. Pensez-vous que les DNVB ont une forme de mission, qu'elles sont un support privilégié pour un engagement, ou elles restent des entreprises classiques qui veulent gagner de l'argent et pérenniser leur activité? Et puis on aura après celle de Marianne. Le où dans cette question, il est dommage, parce qu'en fait, c'est les deux. Évidemment, c'est des marques qui sont fortement portées par leurs fondateurs parce que c'est des petites boîtes malgré tout. Donc le fondateur, il a quand même un impact énorme et les gens qui ont envie de les rejoindre, c'est souvent par mission du fondateur. C'est voilà comme tous, hein. Donc là-dessus, je pense que elles sont plus fortes parce qu'elles ont des missions, encore une fois, beaucoup plus dans l'air du temps, parce que c'est des jeunes marques, etc., et qu'elles ont compris les clients, donc elles arrivent à avoir des missions dans l'air du temps. Et pour que la mission dure et ait un vrai impact, il faut qu'elle gagne de l'argent pour avoir plus de clients et pour que ça ait un vrai impact. Comme je le disais avec la Mazuna, qui fait des produits vegan, zéro déchet de cosmétiques. Ça fait 10 ans, il y a 10 ans, c'était complètement lunaire. Aujourd'hui, c'est absolument naturel. Là, il lance une marque pour la GMS, justement. Évidemment, il y a des enjeux financiers, mais avant tout, il y a des enjeux de se dire, on ne peut pas avoir travaillé pendant 10 ans sur le lancement de produits zéro déchet, sans plastique et autres, pour des gens spécialisés qui vont les acheter dans les magasins bio, etc. Donc, ils ont déjà un mindset qui est transformé et ne pas s'intéresser à tous ces autres gens qui vont en GMS et qui n'ont pas encore réfléchi à cette transformation, ou en tout cas qui n'ont pas les produits pour faire partie de cette transformation. Et du coup, elle considère qu'il serait contre-productif et contre sa mission que de laisser tous ses clients commencer à acheter des produits solides chez L'Oréal et autres, qui vont faire des produits moyens et qui vont juste finalement le vendre par le packaging de on fait un produit zéro déchet, mais qui sera pas un vrai bon produit. Et donc évidemment, il y a des ambitions de mission, il y a des ambitions financières, il y a des ambitions de tout. On peut difficilement tirer des conclusions générales sur tous. J'ai rencontré des mecs, leur objectif c'est d'être milliardaire. J'en ai rencontré d'autres, leur objectif c'est vraiment de faire vivre la mission de la boîte. Bon, il y a pas de bonne réponse, à vrai dire, parce que celui qui est milliardaire, si sa mission est bonne et que il a des millions de clients, ça sera cool. Peu importe en fait. Donc ça sera cool pour lui et pour tous ses clients qui bénéficient d'une expérience qui est bonne. Donc je pense qu'il faut pas opposer les deux. Il faut juste penser que le modèle est différent, que par exemple la Mazuna dit un truc très vrai. Elle dit au quotidien je travaille pour ne pas créer de nouveaux besoins, mais pour répondre à tous ceux qui sont déjà existants avec des produits sains. Je trouve ça intéressant
pendant longtemps, on a entendu dire, et moi à l'école de commerce, si le besoin n'existe pas, faut le créer. Bah, c'est peut-être une grosse connerie aujourd'hui parce qu'on a déjà assez de besoins et qu'on n'a pas besoin d'en créer tous les jours, parce que c'est ce qui fait qu'on pollue, qu'on surproduit, etc. On va passer à une question différente de Marianne. Quels sont les différents modèles d'investissement et de croissance pour une marque DNVB entre celles qui se sont construites lentement sur 10 ans sans investissement et celles qui ont levé des fonds? Y a-t-il un chemin médian? Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend aussi vachement du marché. Il y a des marchés... l'Amazona, il y a 10 ans, quand elle lance des produits cosmétiques zéro déchet, etc., distribués que dans les magasins spécialisés, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. C'était compliqué d'aller chercher un investisseur. Aujourd'hui, quand tu lances la même marque avec un positionnement un peu différent, mais le même style de marque, si tu as zéro financement, tu vas avoir du mal à t'imposer parce qu'il y a une concurrence qui est beaucoup plus forte. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend vachement du niveau de maturité du marché sur lequel vous allez vous imposer. Ça dépend aussi des concurrents que vous avez et ça dépend de la vitesse à laquelle vous avez envie d'aller. Et puis, ça dépend aussi de l'ambition des fondateurs. Par exemple, la marque Le Pantalon, comme j'en parlais tout à l'heure, n'a pas de financement, ne se dit pas qu'ils n'en auront jamais, mais aujourd'hui, ils sont sur une croissance importante. Et ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils n'étaient pas sûrs de tenir des niveaux d'acquisition, enfin des coûts d'acquisition stables, si demain ils investissaient 10 ou 100 fois plus. Donc ça dépend vachement du fondateur, ça dépend de ses ambitions, de ce qu'il a envie de faire, de comment il a envie de mener sa marque, et puis de comment il a envie de se diluer aussi. Il y en a qui préfèrent gagner 100 en ayant 100%, et il y en a qui préfèrent gagner 150 en ayant 1%. Bon, bah c'est pas grave, j'ai envie de dire. Ça dépend. Il y a pas de modèle type comme dans toute boîte, mais tout dépend. Voilà, tout dépend des envies du fondateur de base. J'ai rencontré des fondateurs pour qui ils voulaient faire un hold-up et faire 3 ans et vendre au plus offrant, et puis point barre, comme dans une startup classique. Et il y en a d'autres pour qui la marque elle est tatouée et elle coule dans leurs veines et qu'ils la vendront jamais parce que c'est leur bébé et qu'ils ont envie de la faire grandir à la vitesse qu'ils peuvent. Il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Mais en tout cas, est-ce que c'est facile de financer une DNVB aujourd'hui? C'est quoi qui va... Ouais, c'est hyper facile. Qu'est-ce que vous regardez les investisseurs? Bah, c'est hyper facile, non, j'exagère un peu, mais il y a quand même une grosse mode autour des DNVB parce que c'est un modèle rentable. C'est un modèle qui est rentable sur le papier parce que c'est des modèles où tu fais 60-70% de marge brute sur le produit. Donc, il y a quand même moyen de faire du marketing et de gagner de l'argent à la fin. Donc, c'est quand même un modèle qui de base sur le papier est rentable, surtout dès que tu atteins des volumes importants. Donc, oui, c'est intéressant pour un investisseur. S'il regarde la marque potentielle, etc., c'est intéressant. Après, c'est plus ou moins facile si le fondateur est bon, quoi. Si le fondateur il a une vraie vision, si le fondateur il sait où il mène sa marque et comment il la gère au départ. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est pas aussi simple que si tu fais du SaaS, c'est pas aussi simple que si tu fais du logiciel, parce que tu as quand même des gestions de stock, tu as quand même des gestions d'approvisionnement et autres. Et donc, ça fait peur à des investisseurs, mais il y a eu une telle mode, une telle tendance autour des DNVB, avec pas mal de DNVB américaines, etc. Donc, il y a beaucoup de fonds qui se sont spécialisés dans les marques D2C. Après, il y a encore que très très peu de grosses réussites. Donc, on le voit encore plus post-Covid. Les investisseurs commencent à avoir un petit peu peur. Alors, c'est vrai que post-Covid, il y a quand même beaucoup de marques qui ont réussi à exploser parce que agile, parce que digital. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal d'investisseurs qui se méfient des modèles et surtout des modèles d'acquisition. Parce qu'encore une fois, l'acquisition sur les réseaux coûte de plus en plus cher. C'est quand même pour beaucoup un canal d'acquisition prioritaire. Donc ils ont un peu peur de ça. Donc bon, il y a encore une fois, hein, c'est le genre de question, il n'y a pas de réponse type. C'est possible de lever de l'argent. Je pense qu'il a jamais été aussi simple entre guillemets parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché à investir. Maintenant, il faut avoir le bon produit et surtout la bonne équipe. Quels sont les outils et fonctions indispensables pour construire une marque D2C? Toujours une question de Marianne.
un bon produit, un service client aux petits oignons, une logistique imparable et déjà vous avez une expérience qui sera bonne. Il y a un sujet on va continuer avec les questions, mais que j'aimerais aborder effectivement. Là, tu l'as évoqué sur les réseaux sociaux, mais on va finir les questions et puis j'aimerais t'amener un peu sur ces sujets-là. Selon vous, les DNVB ont quel impact sur les entreprises classiques qui doivent avoir quelques sueurs froides? Peuvent-elles évoluer rapidement ou elles ont trop d'inertie? Alors, j'ai envie de dire, il y a deux styles d'entreprises classiques. Il y a la moyenne entreprise. Je sais pas, la boîte qui fait entre 5 et 50 millions, donc qui reste une moyenne entreprise et qui, elles, ont souvent très, très peur. Parce qu'ils sont en train de soit se faire bouffer par Amazon, soit se faire bouffer par des DNVB, ou en tout cas se faire grappiller des parts de marché. Et ils ont souvent, alors pas pour toutes, hein, mais pour une grosse partie, pas pris le virage au bon moment. Ils ont un peu d'inertie en interne parce que les postes sont complètement différents. La façon de faire du marketing est différente, la façon de créer des produits est différente, la façon rien que la relation marque client est différente. Elle est beaucoup moins top-down. Il y a plein de marques qui n'arrivent pas à s'y faire à ça. Donc pour eux, c'est très 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 dangereux. Et il y en a beaucoup qui vont mourir et on le voit tous les jours. D'ailleurs, il y a des marques qui sont en train de fermer. On pense à André et d'autres. Parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre ce virage, ils ont des coûts de structure qui sont importants et finalement, ils font pas le chiffre nécessaire. Après, il y a les plus grands groupes qui, eux, ont les moyens soit de racheter, soit d'intégrer, soit de copier. Et pendant longtemps, pendant quand même pas mal de temps, on se disait oui, les jeunes sortis d'école, ils veulent monter leur boîte, etc. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a quand même des grands groupes. Je pense à Danone, je pense à plein d'autres qui ont les moyens d'investir et de recruter des gens talentueux pour créer soit des DNVB en interne, soit créer des offres qui s'en rapprochent. Donc il y a deux façons de voir les choses. J'en rencontre plein des grands groupes. Ils ont tous les DNVB dans leur radar. Ils en ont pas tous peur parce qu'ils n'ont pas tous conscience aussi de leur succès. Ils n'ont pas tous conscience de ce qui fait la différence. Après, quand on est un énorme groupe, qu'on a des moyens de distribution qui sont élevés, qui sont beaucoup de points de vente et autres, ça quand même vous assure quelques années d'avance pour pouvoir lancer vos propres produits et autres. Quand on voit Walmart qui lance sa marque de matelas, qui en 1 an et demi fait le tiers de Casper, qui est la grosse marque de matelas aux États-Unis, elle fait le tiers de son chiffre d'affaires et elle est rentable en 1 an, alors Casper ne l'est toujours pas. Donc parce que la marque est partout dans les Walmart, parce que elle a une distribution aussi digitale et physique, et que malgré tout ça a une force indéniable. Le point noir des DNVB, c'est la distribution, quoi qu'il se passe. Ça coûte hyper cher de distribuer ces produits quand personne te connaît, quand tu as 0 point de vente. Donc voilà. Donc les grands groupes en ont peur. Les grands groupes s'en inspirent énormément et surtout les grands groupes essayent de les copier sur leur agilité, ce qui est pas simple. Mais c'est quoi une DNVB qui a réussi? C'est quoi de l'ordre de grandeur d'un chiffre d'affaires d'un Teddy Bear, d'un slip français, ce genre de choses? La DNVB qui a réussi en France, c'est Cézanne. C'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc c'est quand même ça commence à être une belle marque. Après, il y a un vrai palier en France. Il y a un vrai palier en France sur les marques qui font entre 20 et 25 millions. Teddy Bear s'en approche. Le slip français, on est un peu plus loin, mais il y a Jimmy Fairly. Bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de boutiques de fermées. Donc, je pense qu'ils vont pas faire une super année 2020, mais ils étaient quand même sur une trend de très, très, très positive. Ils avaient quasiment 70 points de vente, hein, donc c'est énorme. Donc, il y a quelques belles réussites comme ça, mais Cézanne reste la plus grosse. Ouais, parce que là, je regardais le chiffre d'affaires de Michel et Augustin, quand on parlait de Michel et Augustin tout à l'heure. Après 15 ans, ou 16 ans, c'est encore autour de 50 millions. Ouais. Donc, effectivement, en termes d'ordre de grandeur, avec des boîtes qui font plusieurs centaines de millions, voire milliards, il y a encore des marges de progression, quoi. Ouais. Après, c'est des boîtes, quand tu parles de milliards, c'est souvent des boîtes qui ont plusieurs marques. Bien sûr. Augustin, c'est une seule marque, donc bien sûr. Pour relativiser ça. Après, moi, j'ai remarqué, hein, il y a en gros 3 paliers. Il y a le palier des 2 millions, qui est finalement assez facile à atteindre, mais qui est assez difficile à dépasser. Ensuite, il y a le palier à 5 millions, qui est
lui, qui est aussi un peu difficile parce que ça ne peut plus être du naturel, ça peut plus être du bouche à oreille. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un palier autour des 20 millions qui est très, très, très difficile à atteindre. Parce que à 20 millions, tu le fais plus avec ta petite équipe, tu es obligé de te structurer, tu es obligé d'employer des gens qui peut-être ne sont pas aussi passionné que toi au départ sur ta mission et autres, t'es vraiment obligé de t'agrandir, t'es obligé d'avoir des fonds derrière toi. Enfin, c'est une autre façon de faire du business. Et donc, des boîtes qui font plus de 20 millions, il y en a peu. Il y en a très peu aujourd'hui et c'est vraiment un cap en France qui est difficile à atteindre. Alors ça nous fait un peu la transition sur les réseaux sociaux. Tu disais que les réseaux sociaux avaient été, et le naturel sur les réseaux sociaux était souvent avec le bouche à oreille à l'origine des DNVB pour leur permettre d'atteindre les 2 millions. Et effectivement, tu l'évoquais à demi-mot tout à l'heure, le reach sur les réseaux sociaux baisse de façon régulière. Ça coûte de plus en plus cher pour être vu. La compétition sur les audiences dans les réseaux sociaux est de plus en plus forte. Qu'est-ce que ça veut dire pour les DNVB? Comment vont devoir se développer les nouvelles DNVB? Est-ce qu'il y a encore de la place là-dessus? Enfin, pour les nouvelles, moi j'ai toujours depuis longtemps une forte réticence par rapport à plein de marques qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, où je leur dis allez-y à fond ou n'y allez pas, mais un entre-deux ne sert à rien parce que on est en rendement décroissant, quoi. Ouais. Bah, pour les nouvelles marques, c'est compliqué. C'est très compliqué de commencer à exister aujourd'hui sans des gros moyens, que ce soit des moyens de production et des moyens évidemment après de diffusion. Donc c'est vrai que c'est plus en plus serré. Après tous les jours, ouais, bah, j'exagère, mais régulièrement il existe de nouveaux réseaux aussi. Ceux qui ont investi TikTok il y a 6 mois de façon régulière, de façon assidue, etc., ils vont prendre une énorme avance dans l'année à venir sur tous les autres qui n'y ont pas mis de moyens. Donc il y a toujours moyen d'être un peu malin et d'aller finalement chercher des réseaux qui ont besoin d'expansion avant qu'ils ferment les vannes et qu'ils ferment les reach. Donc c'est sûr que si aujourd'hui on a une marque classique qui vient me voir et qui me dit moi je veux tout miser sur Instagram, je vais lui dire que ça va être compliqué ou qu'il va lui falloir beaucoup d'argent ou qu'il va lui falloir être très 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 patient. Pareil sur Facebook. Mais bon, il y a des réseaux comme LinkedIn, comme TikTok, comme Pinterest qui sont encore à exploiter parce que il y a encore un sous-intérêt des marques. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen d'être malin, mais qu'une stratégie de réseaux sociaux ne doit plus exister seule. Il va falloir aujourd'hui, ce qui est le plus rentable malgré tout, c'est les newsletters. Donc avoir une bonne newsletter, donc une bonne base mail, c'est hyper important. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut aller chercher les gens sur les réseaux, les ramener sur ton site et capter son contact pour pouvoir le relancer et créer une relation intime avec. Donc tout ça, c'est hyper clé. Donc les réseaux sociaux doivent être une porte d'entrée, doivent être une porte de découverte, doivent être une porte de branding parce que ça marche encore. Les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés, c'est vrai, mais il y a de plus en plus de gens qui consomment assez facilement aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça compense un petit peu. Pendant longtemps, ça coûtait pas très cher, mais ça transformait pas beaucoup. Aujourd'hui, les gens finalement achètent sur les réseaux ou en tout cas se renseignent sur les réseaux de façon assez naturelle. Donc c'est intéressant. Je vois comme Instagram qui lance de nouvelles features depuis quelques jours. Bon, il va se passer des choses. Donc voilà, il y a toujours moyen de quand même exister, même si c'est compliqué. Encore une fois, après tout dépend des produits que vous vendez. Si vous vendez des matelas, bah c'est plus compliqué de les vendre sur Instagram que si vous vendez de la mode ou des tableaux d'art. Donc voilà, encore une fois, ça dépend vachement de qui sont vos clients, de quels problèmes vous résolvez, parce que les réseaux peuvent ne pas être la bonne solution. Ça peut même être un gouffre. Mais est-ce que tu fais le lien entre les DNVB et l'émergence des réseaux sociaux quand même? Ah bah les deux sont liés, ouais, c'est sûr. C'est sûr que les DNVB ont bénéficié de l'émergence des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux auraient explosé sans eux. Ils étaient déjà gros en 2010. Facebook était déjà important. Donc oui, les premières DNVB ont
ont pu bénéficier du reach des réseaux sociaux. Je pense Slip Français, 2012 pendant la campagne de François Hollande quand ils font c'était Hollande, c'était le changement c'est maintenant. Le Slip Français, ils ont fait le changement de slip, c'est maintenant. Ça a été un carton absolu, ça a explosé les ventes, ça a explosé la marque, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment plus possible. Pour payer, c'est quasiment plus possible. Donc parce que le reach il a diminué énorme et qu'aujourd'hui on estime que le coût d'acquisition il a été multiplié par 18 entre 2010 et 2020. Donc c'est monumental. Donc mais ça veut dire que la fenêtre d'opportunité des DNVB est quand même en train de se refermer. En fait, elle s'est refermée d'un point de vue audience large, mais elle est beaucoup plus intéressante d'un point de vue purement acquisition. Donc oui, il y a moins de partage. Il y a moins de partage de ton post. Si tu vas faire un truc fun, un truc un peu sympa et tout ça, il y a moins de gens qui vont se l'envoyer. Il y a moins de gens qui vont le commenter. Donc ton reach, il va pas être énorme. Par contre, quand tu es sur de l'intentionniste d'achat, tu as plus de chances aujourd'hui qu'il y a 10 ans. D'accord. Bon, bah, ça va être plus ou moins le mot de conclusion. Moi, ce que je vous propose, et comme ça, toi, tu réfléchis à ton petit mot de conclusion, c'est que je vais repasser une petite vidéo pour montrer la cartographie de l'acquisition. Dans cette cartographie, on parle de data marketing et c'est le sujet qu'on va aborder la semaine prochaine sur l'enrichissement de données avec comment il s'appelle, avec Drop Contact, et c'est Denis Cohen de Drop Contact que j'accueillerai à l'horaire normal, donc vendredi prochain. Je lance la petite vidéo et puis je te laisse conclure juste après la vidéo. Sébastien, encore une fois, faut couper le micro et faudra penser à le rallumer à l'issue. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise, qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. 3e composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition, stratégie design, plan marketing nouvelle génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente, par 1 minute 30 publishing. Ah, à toi la conclusion. Ma conclusion, elle va être assez simple. Je pense qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on doit avoir envie de créer une marque, créer une vraie marque qui ait du sens. Et créer une marque, c'est pas juste un beau logo, c'est pas juste une belle charte graphique, c'est vraiment l'ensemble de l'expérience qu'on va pouvoir proposer aux clients. Et comme je le disais, il faut que ce soit en intraveineuse dans tous les départements de l'entreprise, que ce soit la logistique, le service client, évidemment le marketing, le commerce, tout doit être fait pour servir la marque, pour servir la stratégie de marque,
pour que les clients aient envie de parler de vous et en bien. Donc pour moi, c'est primordial, et d'associer voilà la marque avec des vraies stratégies d'acquisition, c'est clé. C'est clé pour réussir, c'est clé pour faire vivre la marque, pour la faire vivre longtemps. Parce qu'encore une fois, quand vous avez une mission intéressante, une mission forte, l'objectif n'est pas juste d'exister pendant 1 ou 2 ans, mais c'est de la faire vivre pendant longtemps pour que ça ait un vrai impact. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, comme je le disais, le côté DNVB, n'essayez pas de copier une autre, ça n'a pas de sens. Essayez de répondre à un vrai problème, de trouver une vraie audience qui a ce problème et qui le perçoit. Et derrière, voilà, résolvez-le et ça pourra que marcher, quoi. Super, ben merci beaucoup Sébastien. On se dit à la semaine prochaine avec Denis Cohen de Drop Contact. Salut. Merci. Ciao.